Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Lecture en Crous, les liaisons dangereuses. Lettre 109, Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Ce n'est qu'aujourd'hui, madame, que j'ai remis à monsieur de Valmont la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire. Je l'ai gardée 4 jours, malgré les frayeurs que j'avais souvent qu'on ne la trouvât, mais je la cachais avec bien du soin, et quand le chagrin me reprenait, je m'enfermais pour la relire. Je vois bien que ce que je croyais un si grand malheur n'en est presque pas un. Et il faut avouer qu'il y a bien du plaisir, de façon que je ne m'y afflige presque plus. Il n'y a que l'idée de Danceny qui me tourmente toujours quelquefois. Mais il y a toujours tout plein de mouvements où je n'y songe pas du tout. Aussi, c'est que monsieur de Valmont est bien aimable. Je me suis raccommodé avec lui depuis 2 jours. Ça m'a été bien facile, car je ne lui avais encore dit que 2 paroles, qu'il m'a dit que si j'avais quelque chose à lui dire, il viendrait le soir dans ma chambre. Et je n'ai eu qu'à répondre que je le voulais bien. Et puis, dès qu'il y a été, il ne m'a pas paru plus fâché que si je ne lui avais jamais rien fait. Il ne m'a pas grondé, il ne m'a grondé qu'après, et encore bien doucement. Et c'était d'une manière, tout comme vous, ce qui m'a prouvé qu'il avait aussi bien de l'amitié pour moi. Je ne saurais vous dire combien il m'a raconté de drôles de choses, et que je n'aurais jamais cru, particulièrement sur maman. Vous me feriez bien plaisir de me demander si tout ça est vrai. Ce qui est bien sûr, c'est que je ne pouvais pas me retenir de rire. Si bien qu'une fois j'ai ri aux éclats, ce qui nous a fait bien peur, car maman aurait pu entendre, et si elle était venue voir, qu'est-ce que je serais devenu? C'est bien pour le coup qu'elle m'aurait remise au couvent. Ah, comme il faut être prudent. Et que, comme monsieur de Valmont m'a dit lui-même, pour rien au monde, il ne voudrait risquer de me compromettre. Nous sommes convenus que, dorénavant, il viendrait seulement ouvrir la porte et que nous irions dans sa chambre. Pour là, il n'y a rien à craindre. J'y ai déjà été hier. Et actuellement, que je vous écris, j'attends encore qu'il vienne. À présent, madame, j'espère que vous ne me gronderez plus. Il y a pourtant une chose qui m'a bien surprise dans votre lettre. C'est que vous me demandez pour quand je serai mariée. Au sujet de Danceny et de monsieur de Valmont, il me semble qu'un jour à l'opéra, vous me disiez au contraire qu'une fois mariée, je ne pouvais plus aimer que mon mari et qu'il me faudrait même oublier Danceny. Au reste, peut-être que j'avais mal entendu et j'aime bien mieux que cela soit autrement, parce qu'à présent, je ne craindrai plus tant le moment de mon mariage. Je le désire même, puisque j'aurai plus de liberté. J'espère qu'alors, je pourrai m'arranger de façon à ne plus songer qu'à Danceny. Je sens bien que je ne serai véritablement heureuse qu'avec lui. Car à présent, son idée me tourmente toujours et je n'ai de bonheur que quand je ne peux ne pas penser à lui. Ce qui est bien difficile. Et dès que j'y pense, je redeviens chagrine tout de suite. Ce qui me console un peu, c'est que vous m'assurez que Danceny m'en aimera davantage. Mais en êtes-vous bien sûr? Oh, oui, vous ne voudriez pas me tromper. C'est pourtant plaisant que ce soit Danceny que j'aime et que monsieur de Valmont... Ah, mais comme vous dites, c'est peut-être un bonheur. Enfin, nous verrons. Je n'ai pas trop entendu ce que vous me marquez au sujet de ma façon d'écrire. Il me semble que Danceny trouve mes lettres bien comme elles sont. Je sens pourtant bien que je ne dois rien lui dire de tout ce qui se passe avec monsieur de Valmont. Ainsi, vous n'avez que faire de craindre. Maman ne m'a point encore parlé de mon mariage, mais laissez faire. Quand elle m'en parlera, puisque c'est pour m'attraper, je vous promets que je saurai mentir. Adieu, ma bien bonne amie.
Je vous remercie bien et je vous promets que je n'oublierai jamais toutes vos bontés pour moi. Il faut que je finisse, car il est près d'une heure. Ainsi, monsieur de Valmont ne doit pas tarder. 10 octobre. Lettre 60. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil. Puissance du ciel, j'avais une âme pour la douleur. Donnez-m'en une pour la félicité. C'est, je crois, le tendre Saint-Preux qui s'exprime ainsi. Mieux partagé que lui, je possède à la fois les deux existences. Oui, mon ami, je suis en même temps très heureux et très malheureux. Et puisque vous avez mon entière confiance, je vous dois le double récit de mes peines et de mes plaisirs. Sachez donc que mon ingrate dévote me tient toujours rigueur. Ah, j'en suis à ma 4e lettre envoyée. J'ai peut-être tort de dire la 4e, car ayant bien deviné dès le premier envoi qu'il serait suivi de beaucoup d'autres, et ne voulant pas perdre ainsi mon temps, j'ai pris le parti de mettre mes doléances en lieu commun et de ne point dater. Et puis le second courrier, c'est toujours la même lettre qui va et vient. Ah, je ne fais que changer d'enveloppe. Si ma belle finit comme finissent ordinairement les belles et s'attendrait un jour, au moins de lassitude, elle gardera enfin la missive et il sera temps alors de me remettre au courant. Vous voyez qu'avec ce nouveau genre de correspondance, je ne peux pas être parfaitement instruit. J'ai découvert pourtant que la légère personne a changé de confidente. Au moins me suis-je assuré que depuis son départ du château, il n'est venu aucune lettre d'elle pour Madame de Volanges, tandis qu'il en est venu 2 pour la vieille Rosemonde. Et comme celle-ci ne nous a rien dit, comme elle n'ouvre plus la bouche de sa chère belle, dont auparavant elle parlait sans cesse, j'en ai conclu que c'était elle qui avait la confidence. Alors je présume que d'une part, le besoin de parler de moi, et de l'autre, la petite honte de revenir vis-à-vis de Madame de Volanges sur un sentiment si longtemps désavoué, ont produit cette grande révolution. Je crains encore d'avoir perdu au change, car plus les femmes vieillissent, et plus elles deviennent rêches et sévères. La première lui aurait dit bien plus de mal de moi, mais celle-ci lui en dira plus de l'amour. Et la sensible Prune a bien plus de frayeur du sentiment que de la personne. Le seul moyen de me mettre au fait est, comme vous voyez, d'intercepter le commerce clandestin. J'en ai déjà envoyé l'ordre à mon chasseur, et j'en attends l'exécution de jour en jour. Jusque-là, je ne puis rien faire qu'au hasard. Aussi, depuis 8 jours, je repasse inutilement tous les moyens connus, tous ceux des romans et de mes mémoires secrets. Je n'en trouve aucun qui convienne ni aux circonstances, ni de l'aventure, ni au caractère de l'héroïne. La difficulté ne serait pas de m'introduire chez elle, mais la nuit, même encore de l'endormie, et de m'en faire une nouvelle Clarisse. Mais, après plus de 2 mois de soins et de peine, recouvrir à des moyens qui me soient étrangers, me traîner servilement sur la trace des autres et triompher sans gloire. Non, elle n'aura pas le plaisir du vice et les honneurs de la vertu. Ce n'est pas assez pour moi de la posséder. Je veux qu'elle se livre. Or, il faut pour cela non seulement pénétrer jusqu'à elle, mais y arriver de son aveu, la trouver seule et dans l'intention de m'écouter. Surtout lui fermer les yeux sur le danger, car si elle le voit, elle saura le surmonter ou mourir. Mais mieux, je sais ce qu'il faut faire. Plus j'en trouve l'exécution difficile, et dussiez-vous encore vous moquer de moi, je vous avouerai que mon embarras redouble à la mesure que je m'en occupe davantage. La tête m'en tournerait. Je crois, sous les heureuses distractions que me donne notre commune pupille, c'est à elle que je dois d'avoir encore à faire autre chose que des élégies. Croiriez-vous que cette petite fille était tellement effarouchée qu'il s'est passé 3 grands jours avant que votre lettre ait produit tout son effet? Voilà comme une seule idée fausse peut gâter le plus heureux naturel. Enfin, ce n'est que samedi qu'on est venu tourner autour de moi et me balbutier quelques mots, encore prononcés si bas et tellement étouffés par la honte qu'il était impossible de
Mais la rougeur qu'ils causèrent m'en fit deviner le sens. Jusqu'à là, je m'étais tenu fier. Mais, fléchi par un si plaisant repentir, je voulus bien promettre d'aller trouver le soir même la jolie pénitente, et cette grâce de ma part fut reçue avec toute la reconnaissance due à un si grand bienfait. Comme je ne perds jamais de vue ni vos projets ni les miens, j'ai résolu de profiter de cette occasion pour connaître au juste la valeur de cet enfant et aussi pour accélérer son éducation. Mais poursuivre ce travail avec plus de liberté. J'ai besoin de changer le lieu de nos rendez-vous, car un simple cabinet qui sépare la cheminée de votre pupille de celle de sa mère ne pouvait lui inspirer assez de sécurité pour la laisser se déployer à l'aise. Je m'étais donc promis de faire innocemment quelque bruit qui peut lui causer assez de crainte pour la décider à prendre à l'avenir un asile plus sûr. Elle m'a encore épargné ce soin. La petite personne est rieuse, et pour favoriser sa gaieté, je m'avisais dans nos entr'actes de lui raconter toutes les aventures scandaleuses qui me passaient par la tête, et pour les rendre plus piquantes et fixer davantage son attention, je les mettais toutes sur le compte de sa maman, que je me plaisais à chamarrer ainsi de vices et de ridicule. 11 octobre. Lettre 162. Le chevalier d'Ancenis au vicomte de Valmont. Je suis instruit, monsieur, de vos procédés envers moi. Je sais aussi que, non content de m'avoir indignement joué, vous ne craignez pas de vous en vanter, de vous en applaudir. J'ai vu la preuve de votre trahison écrite de votre main. J'avoue que mon cœur en a été navré, et que j'ai ressenti quelque honte d'avoir autant aidé moi-même à l'odieux abus que vous avez fait de mon aveugle confiance. Pourtant, je ne vous envie pas ce honteux avantage. Je suis seulement curieux de savoir si vous les conservez tous également sur moi. J'en serai instruit, c'est comme je l'espère, si vous voulez bien me trouver demain, entre 8h et 9h du matin, à la porte du bois de Vincennes, village de Saint-Mandé. J'aurai soin d'y faire trouver tout ce qui sera nécessaire pour les éclaircissements qui me restent à prendre avec vous. Lettre 163, lettre de Monsieur Bertrand, témoin, à Madame de Rosemonde, la tante du vicomte de Valmont. Madame, c'est avec bien du regret que je remplis le triste devoir de vous annoncer une nouvelle qui va vous causer un si cruel chagrin. Permettez-moi de vous inviter d'abord à cette pieuse résignation que chacun a si souvent admirée en vous et qui peut seule nous faire supporter les maux dont est semée notre misérable vie. Monsieur votre neveu, mon Dieu, faut-il que j'afflige tant une si respectable dame? Monsieur votre neveu a eu le malheur de succomber dans un combat singulier qu'il a eu ce matin avec monsieur le chevalier d'Ancenis. J'étais chez monsieur le vicomte à l'attendre, et l'heure même où on l'a ramené à l'hôtel. Figurez-vous mon effroi en voyant monsieur votre neveu porté par 2 de ses gens et tout baigné dans son sang. Il avait 2 coups d'épée dans le corps, et il était déjà bien faible. Monsieur d'Ancenis était aussi là, et même il pleurait. Ah, sans doute, il doit pleurer, mais il est bien temps de reprendre des larmes quand on a causé un malheur irréparable. Lettre 174. Le chevalier d'Ancenis à la tante du chevalier de Valmont, Madame de Rosemonde. Vous avez raison, madame, et sûrement je ne vous refuserai rien de ce qui dépendra de moi et à qui vous paraîtrez attacher quelque prix. Le paquet que j'ai l'honneur de vous adresser contient toutes les lettres de mademoiselle de Volanges. Si vous les lisez, vous ne verrez peut-être pas sans étonnement qu'on puisse réunir tant d'ingénuité, tant de perfidie. C'est au moins ce qui m'a frappé le plus dans la dernière lecture que je viens d'en faire. Mais surtout, peut-on se défendre de la plus vive indignation contre Madame de Merteuil, quand on se rappelle avec cet affreux plaisir, elle a mis tous ses soins à abuser de tant d'innocence et de candeur? Non, je n'ai plus d'amour. Je ne conserve rien d'un sentiment si indignement trahi. Et ce n'est pas lui qui me fait chercher à justifier mademoiselle de Volanges. Mais cependant, ce cœur si simple, ce caractère si doux et si facile, ne serait-il pas porté au bien plus aisément encore qu'ils ne se sont laissés entraîner vers le mal?
Quelle jeune personne sortant de même du couvent, sans expérience et presque sans idée, et ne portant pas dans le monde, comme il arrive presque toujours alors, qu'une égale ignorance du bien et du mal, quelle jeune personne aurait pu résister davantage à de si coupables artifices? Ah, pour être indulgent, il suffit de réfléchir à combien de circonstances indépendantes de nous tient l'alternative effrayante de la délicatesse ou de la dépravation de nos sentiments. Vous me rendiez donc justice, madame, en pensant que les torts de mademoiselle de Volanges, que j'ai sentis bien vivement, ne m'inspirent pourtant aucune idée de vengeance. C'est bien assez d'être obligé de renoncer à l'aimer. Il m'en coûterait trop de la haïr. Je n'ai eu besoin d'aucune réflexion pour désirer que tout ce qui la concerne et qui pourrait lui nuire reste à jamais ignoré de tout le monde. Si j'ai paru différer quelque temps de remplir vos désirs, à cet égard, je crois pouvoir ne pas vous en cacher le motif. J'ai voulu auparavant être sûr que je ne serais point inquiété sur les suites de ma malheureuse affaire. Dans un temps où je demandais votre indulgence, où j'osais même croire y avoir quelque droit, j'aurais craint d'avoir l'air de lâcheté en quelque sorte par cette condescendance de ma part. Et sûr de la pureté de mes motifs, j'ai eu, je l'avoue, l'orgueil de vouloir que vous ne puissiez en douter. J'espère que vous pardonnerez cette délicatesse peut-être trop susceptible à la vénération que vous m'inspirez, au cas que je fais de votre estime. Le même sentiment me fait vous donner, pour dernière grâce, de vouloir bien me faire savoir si vous jugez que j'ai rempli tous les devoirs qu'ont pu m'imposer les malheureuses circonstances dans lesquelles je me suis trouvé. Une fois tranquille sur ce point, mon parti est pris. Je pars pour Malte. J'irai faire avec plaisir et garder religieusement des vœux qui me sépareront d'un monde dont, si jeune encore, j'ai déjà eu temps à me plaindre. J'irai enfin chercher à perdre, sous un ciel étranger, l'idée de tant d'horreurs accumulées et dont le souvenir ne pourrait m'attrister et flétrir mon âme. Je suis avec respect, madame, votre humble. 26 décembre. C'était la fin de ce cycle pour Chaderlos de Laclos, les liaisons dangereuses. J'espère que ces lectures vous donneront envie de lire le livre et de revoir quelques-uns de ces merveilleux films qui lui ont été consacrés. À bientôt et préservez-vous.